Merci, M. Bouchard. Alors, on y va avec la première question. François Saint-Gelais, ensuite Louis Tremblay, et je prends les suivants. Depuis le début de ce débat-là, M. Bouchard, on parle beaucoup, il y a comme un mot valise, c'est comme intégration. C'est comme maintenant, comme vous avez parlé un peu du concept de chez nous, du concept il y a eux, il y a nous. Mais justement, j'aimerais savoir, pour poser un petit peu le débat, jusqu'à quel degré on peut quantifier l'intégration? Est-ce que c'est un concept qui est pertinent dans le cadre du débat? Jusqu'à quel point il faut intégrer les gens qui arrivent à nous, alors que nous, on devrait peut-être s'intégrer ou s'ouvrir à eux? J'aimerais que vous nous exposiez un petit peu votre vision de ce fameux mot-là, cette espèce de concept-là qui est, je pense, un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'on devrait viser comme intégration? Qu'est-ce que ça signifie, ce concept-là? Quelle balise on pourrait, justement, utiliser pour mieux comprendre ce concept-là? Le concept d'intégration, c'est un concept central. Et je crois même que dans ce débat, on n'en parle pas assez. C'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup présentement, le concept d'intégration, alors que c'est l'enjeu central. Encore une fois, je reviens sur mon commentaire à propos de la fracture. Une société ne doit pas se fragmenter. Une société qui veut bien fonctionner, se donner des objectifs et les poursuivre, qui a besoin de créer des consensus pour ça, qui a besoin de construire des majorités à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la population, qui veut avancer dans des directions qu'elle se donne, elle a besoin d'avoir un minimum d'unité, un minimum d'intégration. Une société qui est entièrement fractionnée est une société qui ne peut pas fonctionner, parce qu'elle est incapable de s'entendre sur des choix, des orientations, des valeurs, des politiques, des programmes, etc. Donc une société qui ne peut plus avancer. Et la fragmentation, ça tourne vite au conflit, aux tensions et au conflit, une fois qu'elle est installée, évidemment. Alors, par quoi on mesure l'intégration? Par exemple, l'intégration à l'emploi. Essayer de faire en sorte que le plus grand nombre possible de citoyens se trouvent du travail et soient autonomes comme citoyens et avec sa famille. Alors, présentement, ce qui est grave au Québec, c'est bien sûr qu'on a un certain taux de chômage, comme toujours, mais c'est que ce chômage-là frappe des groupes en particulier, et notamment les musulmans. Ils sont plus frappés, ils sont plus ciblés que les autres. Voilà quelque chose qui est mauvais et qui empêche ces gens-là de s'intégrer à notre société, parce que le moyen le plus élémentaire pour un citoyen de s'intégrer à sa société, c'est d'avoir un travail. Et à partir de là, on s'intègre à des réseaux sociaux. On a plus le goût de s'informer de la vie politique, d'y participer, de se faire des opinions et de devenir un citoyen au sens complet. Alors, ici, donc, au Québec, on a un problème avec ça, l'intégration économique et sociale des immigrants et des membres des minorités. Deuxièmement, l'intégration, ça veut dire aussi que si on veut être capable de créer des consensus et de créer des alignements vers certaines orientations collectives et politiques, il faut partager un petit peu les mêmes valeurs fondamentales. Bon, alors, ça se mesure. La proportion des gens de divers milieux sociaux qui adhèrent ou non à ce que l'on considère comme étant les valeurs fondamentales de notre société. Et vous savez quoi? Vous me donnez l'occasion de dire quelque chose d'important. Encore une des peurs que j'évoquais tantôt, c'est que les immigrants ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils sont porteurs de valeurs qui sont contradictoires avec les nôtres et qu'ils ne veulent pas abandonner leurs valeurs. Bon. Moi, je connais seulement 2 études qui aient essayé de mesurer les valeurs auxquelles les immigrants adhèrent, celles auxquelles les membres de la société d'accueil adhèrent, et quelle est la différence entre les deux. Alors, les résultats de ces 2 études convergent, ils sont les mêmes. C'est que les immigrants, massivement, partagent les mêmes valeurs fondamentales que nous. Deuxièmement, ils y adhèrent avec plus d'intensité à des valeurs de liberté, par exemple, des valeurs de démocratie, les valeurs des droits fondamentaux qui sont bien protégés par des institutions, par des chartes, etc. Et vous savez pourquoi ils y adhèrent avec plus d'intensité? C'est parce que ces gens-là, en très grand nombre, ont fui des pays où ils en étaient privés. Et ayant décidé d'émigrer, les francophones, par exemple, ceux de l'Afrique du Nord, n'ont pas voulu aller en France parce que c'est l'ancien pays qui les a colonisés et qui les a opprimés.
Donc, ils décident de venir au Québec, parce que ça parle français, et parce qu'au Québec, nous avons ces valeurs-là de liberté, de démocratie, etc. Alors, c'est une autre chose qu'il faut déplorer, en même temps que ce que j'ai dit tout à l'heure, que de laisser filer cette perception que les immigrants, en général, en gros, adhéreraient à des valeurs qui sont contraires aux nôtres et menaceraient donc les nôtres. Ça n'a aucun fondement. Alors, à partir de là, je veux souligner le fait qui est vraiment surprenant, que, selon toute apparence, le gouvernement du Parti québécois s'est lancé dans cette vaste opération sans faire d'études préliminaires, sans connaître le terrain. Par exemple, tout ce qu'on entend sur les accommodements ne sont appuyés sur aucune recherche rigoureuse qui aurait démontré qu'effectivement, la pratique des accommodements tourne en sens contraire à l'égalité homme-femme, par exemple. Et qu'il n'y a pas de balise qui guide les décideurs, si bien que les décisions sont arbitraires et que les accommodements prennent la forme de privilèges. Alors, il n'y a pas d'études rigoureuses. Il n'y a pas d'études, tout simplement. En tout cas, jamais le gouvernement n'a fait allusion à des recherches qu'il aurait faites et sur lesquelles il pourrait appuyer ses prises de position pour justifier ses orientations. Jamais. M. Drainville, c'est toujours les mêmes exemples, 3 ou 4 exemples. Et d'ailleurs, dans ces exemples-là, pour montrer que les accommodements portent atteinte à l'égalité homme-femme, il y en a 2 qui sont faux. Quand il parle de la SAAC, la Société d'assurance automobile, je l'ai entendu une couple de fois déclarer ça, qu'à la SAAC, un musulman, un juif, un homme qui, pour des raisons religieuses, ne veut pas traiter avec une évaluatrice, et lui est permis de se présenter au guichet et de dire « Moi, je ne veux pas de femme, je veux traiter avec un évaluateur, s'il vous plaît », et on donne suite à sa demande. C'est faux. C'est entièrement faux. J'ai été témoin de la procédure qui a été mise en place à la SAAC il y a 2 ans. C'était d'ailleurs la personne qui était en charge. C'était une ancienne analyste senior à notre commission. Et j'ai suivi de près la mise en place, la conception de cette procédure. Et j'ai vérifié encore il y a 2 semaines à la SAAC auprès d'un représentant. Et cette procédure est parfaitement appliquée d'une manière extrêmement stricte. Donc, je trouve ça bizarre qu'on puisse mentir comme ça à la population. Et en plus, je trouve ça très injuste pour des gestionnaires d'un organisme public qui ont fait leur devoir. Pour s'assurer que peut-être la valeur à laquelle on tient le plus au Québec soit respectée à la lettre dans leur service. M. Drainville donne aussi l'exemple des femmes qui se présentent dans des hôpitaux au Québec et qui ne veulent pas traiter avec des médecins, des hommes médecins, et que les hôpitaux donnent suite à leurs demandes. Alors encore là, je pense que M. Drainville n'a pas fait ses devoirs, parce que ce problème-là a été soulevé au temps de la commission, et les hôpitaux en étaient venus à établir une convention en vertu de laquelle une femme qui se présentait et qui voulait traiter avec une femme médecin, on donnait suite à sa demande s'il y avait une femme médecin qui était disponible. Sinon, on lui affectait un homme médecin. Donc, il n'y avait pas de préférence, il n'y avait pas d'atteinte à la règle de l'égalité homme-femme. Alors, vous voyez, c'est tout de même surprenant, sur des thèmes aussi délicats, aussi complexes, auxquels à la Commission nous avons consacré des énergies considérables pour faire de la recherche, pour prendre connaissance du terrain, pour voir où étaient les problèmes, où est-ce que ça faisait défaut, où est-ce que ça méritait d'être redressé, où est-ce que ça allait bien et qu'il ne fallait pas y toucher. Bien, il semble que le gouvernement s'est lancé là-dedans sans faire aucune recherche. C'est très curieux. Louis Tremblay, ensuite Véronique Dubé. En tout cas, si M. Drainville a commandité des recherches sérieuses, il pourra vous le dire, puisqu'il est l'invité vendredi. Voilà. M. Bouchard, dans ce débat-là, ça devient un peu bizarre parce que les gens qui osent être pour la Charte passent pour des cultéreux, incultes, qui n'ont pas été à l'école et reculés par le tonnerre, souvent qui vivent dans des régions éloignées. Et ceux qui sont pour, ce sont des vertueux qui connaissent tout. Sauf que... on a entendu le contraire aussi. Non, mais c'est le courant généralisé qui passe dans les chroniques, puis je veux dire... Sauf que, en quoi
un couple qui élève un enfant à Montréal, dans la laïcité, n'a pas le droit d'exiger que son enfant ne soit pas exposé à une pratique religieuse comme le port du voile à sa garderie. Parce que c'est le premier contact avec l'état de l'enfant, c'est la garderie. Mais Oui. en quoi ces gens-là n'ont pas ce droit-là? D'exiger que les évaluatrices ne portent pas de signes religieux. Oui. Bon, Comme alors, le voile. C'est un signe religieux, un voile. Là. C'est pas, Oui, oui, c'est absolument. pas de la coquetterie, c'est On pas parle- du Christian Dior ou du Prada. Là. C'est un signe religieux. Là. On s'entend. on parle du hijab. Là. Oh, oui, c'est Oui, ça. d'accord.